Les vraies voix Sud Radio, spéciale journée de mobilisation du 1er mai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler pendant 7h jusqu'à 20h avec Philippe David au 0826 300 300. On va revenir sur on va faire un bilan de cette mobilisation qui est toujours en cours dans certaines villes de France. On fera le bilan aussi sur la violence et sur les Black Blocs, bien entendu. Et puis on reviendra sur le côté politique et syndical. Et en dernière partie, on se dira finalement quel est l'avenir pour l'intersyndicale et les syndicats en général. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces réunions promises par Olivier Dussopt, entre autres, et vos appels, je le disais, 0826 300 300. Bienvenue à tous, c'est les vrais bois jusqu'à 20h. Et nous sommes avec nos invités. Loïc Travers est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général Alliance Police Nationale. Benjamin Amar est avec nous. Bonsoir Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Joseph Touvenel est toujours avec nous. Et vos appels au 0826 300 300. On va faire un petit point avec Mathilde qui est avec nous en direct. Mathilde Julien qui est en direct de la manifestation de Paris. Mathilde Julien, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. La manifestation à Paris qui a débuté aux alentours de 13h, on en est où aujourd'hui ? Ce soir? On en est où là? Je suis à côté de Vélib qui ont pris feu. Les flammes sont en train de s'éteindre. Je suis sur le cours de Vincennes. En vérité, j'ai pas pu accéder, comme beaucoup de manifestants, j'ai pas pu accéder à la place de la Nation puisqu'elle était noyée sous les gaz lacrymogènes. Vous savez, les éléments, comme dit la police, les éléments radicaux de tête de cortège étaient en avance sur la place de la Nation. Donc il y a eu des charges, des dispersions, des chassés croisés entre les Black Blocs, les manifestants les plus radicaux et les CRS. Donc beaucoup de manifestants en fait à proximité d'Avron, à quelques centaines de mètres de la place, ont dû s'arrêter. On a commencé à avoir les yeux qui piquent, le nez qui pique aussi. Difficile donc de progresser avec les yeux qui pleurent. Donc j'ai vu bon nombre de manifestants rebrousser chemin. Certains attendent, se concerter, qu'est-ce qu'on fait, attendre les amis pour essayer de décider s'ils vont plutôt boire une bière ou continuer, essayer de progresser vers la place. Il y a beaucoup de manifestants qui, c'est vrai, regrettent, sont déçus de ne pas pouvoir finir ce 1er mai sur la place de la Nation avec quelques merguez, des discussions, des accolades. Mais toutefois, ceux avec qui j'ai discuté comprennent en même temps cette revendication de la jeunesse très forte. Je discutais là avec un père et un fils venus d'Épinal. Ils manifestent pour la première fois aujourd'hui à Paris. Ils ont été très impressionnés. Alors ils avaient vu des images par le passé sur les télés, mais là ils ont été très impressionnés et par le dispositif et par ces jeunes en tête de cortège qui étaient prêts à en découdre. Ils ont vu des jeunes filles avec des marteaux s'en prendre à des vitrines, et puis d'un autre côté, ils ont aussi vu des charges de CRS. Ça les a impressionnés, ça les a choqués. Voilà, donc c'était pas un 1er mai historique. J'avais cette justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que la mobilisation, déjà en matière de mobilisation, est-ce que vous avez l'impression qu'elle était plus impressionnante que les fois précédentes? Alors, historique, moi je veux dire dans le sens du 1er mai classique où il n'y avait pas vraiment de famille, de poussettes. Là, ça ressemblait vraiment à ces dernières manifestations de ces dernières semaines, vraiment axées sur les retraites. Les chiffres, vous les avez vus. Alors j'ai pas pu consulter les chiffres de la préfecture, mais on a 2 chiffres au niveau syndical. La CGT revendique 2,3 millions à l'échelle, là je parle à l'échelle de la France. La CFDT, elle, plus d'1 million. À Paris, c'est 550 000 selon les syndicats, 112 000 selon la police. Alors on est sur quand même une bonne grosse manifestation. De là à dire historique, je pourrais pas me prononcer parce que les chiffres des syndicats ne sont pas forcément alignés, en tout cas à l'échelle de la France. À Paris, c'était quand même une manifestation très suivie, beaucoup de monde, mais moins de familles. Il y avait quand même cet esprit carnaval avec des gens déguisés, un cortège bon enfant avant d'arriver sur la Nation. Donc les personnes ont quand même pu profiter de cette ambiance de 1er mai, mais un 1er mai quand même tendu, avec des heures dès le début de la manifestation en tête de cortège, et puis oui, certains disaient même avant, même Mathilde, avant le démarrage de la manifestation, visiblement. Alors moi je n'y étais pas, mais de ce qu'on m'a expliqué, de ce qu'on m'a rapporté, c'est que la tête de cortège était très agitée, que le cortège a été scindé. Après, je n'y étais pas
à ce moment-là, donc, mais de ce que m'ont dit les personnes, c'est que c'était chaud avant même de commencer. Ensuite, ils ont pu progresser puisque vous savez les éléments, les jeunes qui veulent en découdre sont allés en amont, se sont rapprochés de la nation. Et là, il y a eu un terrain entre les forces de l'ordre et les jeunes, puis ensuite, les jeunes et toute personne venue en découdre. Et par la suite, donc le cortège a cheminé et là a pu trouver sa bonne ambiance habituelle avec de la musique et tout ça. Mais là, c'est quand même c'était très tendu sur le cours de Vincennes. Moi, je me suis réfugiée dans un café et puis j'ai pu discuter avec quelques personnes. Vous restez avec nous, Mathilde. Restez avec nous. On va faire réagir nos invités. C'est un 1er mai historique, Benjamin Amar. Incontestablement, c'était un très beau 1er mai. On avait, moi j'anime un cortège, j'anime le cortège du Val-de-Marne. On avait un très très beau cortège, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Des familles, effectivement, des gens qui sont venus avec leurs enfants. Écoutez, les incidents, oui, il y a eu des incidents. J'ai vu notamment à l'arrivée, mais enfin, on a vu bien pire. Vous savez, faut avoir un peu de mémoire, autrement, c'est pas sérieux ce qu'on dit. En 2021, le cortège de la CGT avait été attaqué et notre camionnette du Val-de-Marne avait eu les vitres pétées parce que effectivement, on s'était fait attaquer par des éléments devant les forces de police, d'ailleurs, qui n'avaient pas bougé d'un iota, et notre camionnette avait été vraiment vitre brisée. On avait dû l'envoyer complètement en révision. Des camarades avaient reçu des produits corrosifs au visage, etc. Et c'était très tendu pendant toute la manif là. Dans tout le cortège que j'ai animé, on a pu avancer quasiment sans s'arrêter. Alors effectivement, à la place de la nation, il y a eu un petit peu de lacrymo et les yeux qui piquent. Mais je vous assure, on a vu bien pire. Et par contre, effectivement, mesurons quand même ce qui se passe dans ce pays. La mobilisation, elle commence le 19 janvier. Nous sommes le 1er mai. Et on a eu des centaines de milliers de personnes à Paris et des millions de personnes selon la CGT, mais même le chiffre de la préfecture, c'est quasiment 800 000 personnes selon les chiffres de la préf. Donc, pour la France. Donc, effectivement, oui, la mobilisation et la détermination restent très fortes. La vision de vous, Loïc Travers, que vous êtes délégué général de l'Alliance Police Nationale, en tant que policier et que syndicaliste, c'est un 1er mai historique ? Je ne pense pas qu'on pourra retenir très longtemps le qualificatif historique. Je pense que c'est une participation de bonne tenue, avec effectivement, par rapport aux 12 premières fois, eh bien, voilà, un certain nombre de gens qui sont mobilisés, et pour cause, c'est le 1er mai. En revanche, et je souhaite un petit peu réagir par rapport à ce que vous disiez sur le fait que ça s'est pas trop mal passé. Moi, j'ai la chance d'avoir des retours à peu près de toute la France, et la violence, malheureusement, a été au rendez-vous. Pas seulement dans les grandes villes, comme Paris, Lyon et Nantes, mais aussi dans des villes moyennes comme Angers, Limoges ou Grenoble, où effectivement c'est pas forcément de coutume. Donc on a des blessés, plusieurs dizaines, et des blessés très graves. On a du traumatisme crânien, on a des fractures aux mains, des fractures aux jambes, des brûlures graves. Donc effectivement, malheureusement, la violence a été au rendez-vous et les collègues ont réagi pour canaliser cette violence. Mais malheureusement, il y a beaucoup de dommages collatéraux, notamment du côté des forces de l'ordre. On va en reparler dans quelques instants. D'ailleurs, on va faire une petite pause en attendant. On reviendra sur ces violences qui ont émaillé forcément ces mobilisations. On fera un point avec vous, Joseph, vu de l'extérieur. Voilà. Et vous, au 0826 300 300, vous attend standard jusqu'à 20h. À tout de suite. Spéciale journée de mobilisation du 1er mai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. Loïc Travers est avec nous, délégué général Alliance Police Nationale, Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, et Joseph Touvenel, notre syndicaliste qu'on aime beaucoup, qui est une belle voix, en tout cas à Sud Radio. Et vos appels, 0826 300 300, et on faisait un point justement sur ces manifestations un petit peu partout en France. Et direction l'Oise avec Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous avez participé à cette manifestation, Julien ? Non, du tout, je n'ai pas participé. D'accord. Mais vous avez vu les manifestations ?
J'ai vu les images à la télé. En tant qu'ancien gendarme mobile, bon, elles m'ont pas étonné. Hein. Ah. Moi, j'ai été gendarme mobile pendant quelques années. J'ai quitté l'institution il y a un moment. Je suis passé en police municipale. Et je voulais réagir à chaud aux déclarations là de votre journaliste juste avant qui était sur le terrain, qui fait un très beau discours. Qui s'appelle Mathilde Julien, et vous, Julien, c'est votre prénom. Ouais, c'est amusant. Tout à fait, c'est ça. Et qui utilise des termes. À chaque fois, ça me fait un peu bondir. Des jeunes, des éléments subversifs en tête de cortège, pour reprendre les mots du gouvernement. À aucun moment on dit que c'est des black blocs, que c'est de la racaille, que c'est des criminels, puisqu'ils attendtent à la vie de collègues qui sont sur le terrain. On a vu Julien, racaille, ça veut rien dire, hein, mais effectivement, ça veut tout et rien racaille, dire. Si vous regardez dans le dictionnaire, il y a des termes pour racaille. Alors après, ça a été galvaudé parce que certains l'ont utilisé à travers, et puis que ça c'est devenu une emblème politique. En tout cas, qui que ce soit, ils sont très organisés. Ils sont très organisés et ce sont des criminels. On a quand même plusieurs collègues qui ont pris feu, on a des collègues qui ont eu des pétards qui ont explosé à côté de la tête. Mais ça, moi, j'ai sûr. encore contact avec des collègues qui, comme à Sainte-Soline, ont été gravement blessés, et autant vous dire qu'on ne vous donne pas la moitié des blessures qu'il y a réellement eu sur les collègues. Ça ne transpire pas dans les médias. Quand on a des mollets arrachés, quand on a des collègues qui perdent une partie de leur partie génitale, etc., on est sur des grosses blessures dont on ne parle pas. Et je trouve inadmissible qu'on ne cible pas un peu plus ces gens-là en expliquant que ce qu'ils font est criminel. Oui, c'est vrai que Loïc Travers, on parle souvent des manifestants qui sont blessés pendant les manifestations, et on a l'impression que les forces de l'ordre, comme celui qui a pris feu tout à l'heure, un CRS qui a pris feu, finalement, on se dit c'est accessoire, c'est presque accessoire, quoi. C'est malheureusement ce que pensent certains, c'est-à-dire c'est les risques du métier. Alors c'est pas ce que je pense moi de prime abord, c'est-à-dire que malheureusement, effectivement, on a cette situation particulière où les collègues font un métier qui est risqué, et effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec l'auditeur, quand il dit que c'est pas relevé. Ça l'est au moins en interne, puisqu'il y a une comptabilité qui est très précise, et tous les ans, ça fait l'objet de choses qui sont répertoriées par le ministère. Alors effectivement, le vrai débat, c'est que on en parle souvent quand c'est extrêmement voyant, ou quand ça fait le buzz. Donc effectivement, quand vous avez un cocktail Molotov qui explose avec un collègue qui prend feu, forcément les images font le tour du monde. Mais quand il y a des blessures et des bobos, on va dire un petit peu moins graves, ça intéresse pas forcément si ça n'a pas été filmé, ou si ça n'a pas été pris en direct. Donc c'est un petit peu dommage, et on a l'habitude de ce point de vue-là Avant de donner la parole à Joseph Touvenel, Joseph, est-ce que de mobilisation en mobilisation, restons avec nous Julien, de mobilisation en mobilisation, est-ce que finalement la façon de travailler des forces de l'ordre évolue systématiquement? C'est-à-dire qu'on se dit que à chaque fois c'est la même chose, mais est-ce que la chaîne de commandement réagit différemment? Alors, bien, heureusement que ça évolue. Je veux dire, depuis 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Les moyens de protection ont évolué malgré tout. Depuis 20 ans, mais depuis y compris les doctrines. Souvenez-vous du début des Gilets jaunes, où les collègues sont complètement acteurs, complètement passifs, avec à l'époque ce qu'on avait désigné comme étant des consignes molles. Et puis il a fallu un préfet qui saute, et puis une nouvelle mise en place avec un nouveau patron à la DOPC, la mise en place des Bravem, etc., etc. Et donc effectivement, il y a des méthodes pour traiter le maintien de l'ordre, notamment en termes de dynamique, qui ont changé, qui ont évolué, y compris chez les CRS. Et heureusement, c'est ce qui nous permet sans doute d'avoir encore finalement peut-être moins de blessés que ce qu'il n'y paraît, mais malheureusement, sur des journées comme ça, il y a forcément des pertes, et c'est terrible. Joseph Touvenel. Il faut savoir qu'à Paris, quand il y a des très grosses manifestations, et là c'est le cas, il y a un trajet de délestage qui est mis en place. Moi, j'ai déjà fait dans les dernières manifestations les deux avec mon petit vélo, et j'ai vu un trajet où il ne se passait rien, et l'autre trajet qui était bloqué, qui n'avançait pas. Alors évidemment, si on est dans celui qui est bloqué, qui avance pas parce qu'il y a les black blocs qui mettent le feu et qui bloquent les choses, ou qui cassent des vitrines, on se dit c'est l'hyperviolence. Et si on fait l'autre trajet, on se dit mais qu'est-ce qu'on me raconte, parce qu'il ne s'est rien passé. Donc il faut faire attention à ça. Ce que je vois monter quand même, alors, quand Benjamin parlait de l'attaque de leur fourgonnette, moi je m'en rappelle très bien, effectivement, c'était l'extrême gauche, alors je ne sais pas avec lesquels, mais qui avait attaqué... c'était un bouquet garni. Oui. Mais ce qu'on appelle les ultras toutes tendances. On voit monter, et on l'a vu là sur les réseaux sociaux, d'abord on voit monter des appels aux actes de violence individuelle, en disant si vous pouvez coincer un gendarme, un CRS, un flic, vous le coincez et vous lui cassez les jambes. Ou vous le butez, puisqu'il y a une procédure... Moi, je peux témoigner de personnes que je connais qui ont été obligées de changer leur carrière parce qu'ils se sont fait briser intentionnellement la jambe dans les forces de l'ordre. Et on a vu monter là, sur la dernière manifestation, des black blocs sur les réseaux sociaux
qui disait les services d'ordre des syndicats nous empêchent de faire notre boulot, de faire monter la pression et de casser, sont pas nos amis, bien au contraire. Et donc on voit qu'en même temps, ils sont en train de monter contre les services d'ordre des syndicats qui n'ont qu'un but, que les gens puissent manifester dans le calme et avec détermination. Pendant longtemps, le service d'ordre de la CGT, on peut dire qu'il était intraitable et qu'il savait faire tenir les manifs. Les policiers ne seront pas contre, même vous qui êtes de la CFTC, en plus de Capital Social. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les services d'ordre, alors c'est soit le service d'ordre de la CGT qui a baissé de niveau, par exemple, ou les Black Blocs qui sont plus nombreux, plus agressifs? Pourquoi, Benjamin? Non, mais d'abord, il faut vous savez, l'histoire sociale, c'est quelque chose, faut s'y plonger pour ne pas s'imaginer que forcément hier, avant, c'était mieux. Dans les années 70, il y a des manifestations extrêmement violentes et il y a des éléments qui s'affrontent avec les services d'ordre, et des manifestations qui ne se passent pas bien. Je peux vous garantir, allez consulter les archives, vous allez voir. Maintenant, le service d'ordre de la CGT, il faut définir, ou des autres syndicats d'ailleurs, il faut définir sa mission. Assurer la sécurité des manifestants. Nous ne sommes pas les supplétifs des forces de police. Comment dire, le fait que assurer l'ordre public, tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est sa responsabilité. Ça n'est pas la nôtre. Voilà. Donc maintenant, je suis d'accord que effectivement, moi, je vais vous dire, j'en fais pas grand cas, mais vous savez, le service d'ordre effectivement a dû essuyer un certain nombre de situations très tendues. Il y a des cris qu'on entend régulièrement, SO, collabo, etc. Des moments où les choses sont très tendues. Moi, je pourrais faire, mais j'en ai certainement pas. C'est pas le sujet. Je pourrais faire pleurer dans les chaumières sur un certain nombre de menaces qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. On n'était pas obligé de vivre ça. On savait qu'en France, il y avait une colère sociale puissante. Dès la fin de l'année dernière, voilà, notamment sur la question salariale, etc. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons dit à Emmanuel Macron, des mois avant, entendez ce que nous disons, parce que cette réforme des retraites, elle sera explosive, elle va faire naître un mouvement social, beaucoup de colère sociale, et on sait qu'il y a différents canaux de la colère. Il y a la colère portée par les syndicats, ce que notre stratégie d'action, bon sang de bonsoir, c'est simple, c'est des mouvements puissants, massifs et pacifiques. Mais on sait qu'il y a autre chose. Et donc, ces débordements, cette violence sociale qui est incontrôlable, eh bien, forcément, lorsqu'on mène une politique qui consiste à casser le droit à la retraite, eh bien, on jette du kérosène sur l'incendie social. Voilà. Je ne crois pas que le terme de violence sociale soit ces gens-là, c'est pas de la violence sociale. Ils font pas du social. Quand ils cassent une boutique, quand ils brûlent une voiture, ils font de l'antisocial. Ils s'en prennent à des pauvres gens, ils s'en prennent à des braves gens, ils s'en prennent à des travailleurs. Il y a aussi, Joseph, des gens, on le sait, qui des fois, qui suivent les syndicats, mais parfois nous disent, mais bon sang les gars, vous faites des mobilisations avec des millions de manifestants et de grévistes, il n'y a rien qui bouge. À l'époque des Gilets jaunes, une fois que ça a cassé, le gouvernement a sorti son carnet de chèques. Donc, cette expression, elle existe. Et le gouvernement, fatalement, il a une responsabilité en ne bougeant pas d'un iota sur nos manifestations pacifiques et massives. Je ne nie pas la responsabilité du gouvernement. C'était le sens de mon propos. Allez, Loïc, pour les services d'ordre, c'était très intéressant ce que vous disiez, parce qu'effectivement, pour nous, c'est un complément. Bien évidemment que les services d'ordre ne vont pas se substituer aux policiers ou aux gendarmes, il ne faut pas non plus déconner. Mais sur le principe, effectivement, c'est d'ailleurs ce qui n'a pas fonctionné au moment des Gilets jaunes. C'est parce qu'il n'y avait pas de service d'ordre, parce que tout le monde avait compris, tous les casseurs qui avaient compris qu'il fallait surtout complètement désorganiser. Et c'est d'ailleurs pour ça que les techniques de police ont en partie évolué à ce moment-là. Donc c'était clairement un complément, et il est important ce complément. Et les 12 premières manifestations qui se sont tenues contre la réforme des retraites ont été, malgré des foyers de violence relativement bien contenus, grâce aux services d'ordre. C'est important de le souligner. Mais les casseurs viennent d'où cette fois-ci? Parce qu'on savait que ça venait de différents pays. Les casseurs, il y avait trois grandes catégories. Les ultra jaunes, qui étaient annoncés à hauteur de entre 1200 et 2000, qui ont a priori été en rendez-vous, puis qui étaient, comme d'habitude, plutôt faciles à reconnaître puisqu'ils portent leur gilet. L'ultra gauche, à proprement parler, et qui donc là sont ceux qui forment les gros bataillons de Black Blocs et qui eux veulent véritablement anéantir le pays. Et puis on avait effectivement quelques bataillons de gens qui effectivement extrêmement violents,
viennent d'autres pays, et notamment des Italiens qui ont été repérés en nombre suffisant et qui ont été clairement identifiés et qui sont présents sur un certain nombre de manifestations du style G7, G20 ou d'autres manifestations qu'on a pu avoir et symboliques dans d'autres pays, ou y compris en France. Et ils sont communs ou ils sont séparés? Ce sont finalement des groupes séparés? Ce sont des gens qui travaillent ensemble? Je ne sais pas s'ils travaillent ensemble, mais ce qui est certain, c'est qu'on les retrouve ensemble dans les cortèges, et à un moment, ils n'ont pas trop besoin de se parler pour pouvoir commettre des exactions. Donc ils arrivent toujours effectivement à avoir une forme de symbiose et à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire mettre le feu à telle voiture ou s'en prendre à tel symbole, ou alors tout simplement fracasser du policier. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les choses sont rarement prises en amont. Je me rappelle que pour des identitaires, la police en a arrêté dans un troquet parce que c'est l'endroit où ils allaient, ils ont été arrêtés, ils ont été mis de côté. Comment se fait-il que là, il n'y a jamais... alors on me dit, mais oui, j'ai vu, le droit ne le permet pas. Enfin, le droit l'a permis pour les identitaires. Donc... Est-ce que, du côté du politique, il n'y a pas aussi un certain intérêt à voir le bazar pour pouvoir dire je suis le parti de l'ordre? Mais elle est intéressante. Il y a quelques années de cela, c'était, je crois, vers 2018, je participe à une manifestation, j'ai un sac à dos, ce qui m'arrive rarement parce que je revenais de cours pour aller en manif. Je me suis fait contrôler, j'avais mon badge CGT, 3 fois. 3 fois, j'ai dû ouvrir mon sac à dos pour montrer... avec un sac avec des cahiers, des feutres, voilà. Je range mon sac dans la camionnette et là je vois 2 individus, tous de noir vêtus, portant un sac rempli de pierres. Voilà. Et mon regard se croise, 2 RG en civil, avec, enfin je suppose que c'était des RG, des policiers en civil en tout cas, avec l'oreillette, et je les regarde. Je regarde les 2 individus qui circulaient avec un sac rempli de pierres, et moi qui m'étais fait contrôler 3 fois, je constate que ces 2 individus passent tranquillou bilou jusqu'à l'avant de la manif. Donc moi je vous dis ce que je pense, quand je regarde, je suis dubitatif sur les stratégies. Bon. En sachant que c'est pas les deux fonctionnaires de police qui décident. Il y a des consignes, il y a une chaîne de commandement. On parle des contrôles préventifs, et il y en a eu aujourd'hui par exemple. Il y avait tout un dispositif ce matin à Paris et en province avec des contrôles d'identité qui ont parfois donné lieu à des interpellations dès lors qu'on était dans une situation de collègue qui n'avait pas non pas un brin de muguet dans son sac à dos, mais en tout cas plusieurs moyens de protection ou de s'en prendre aux policiers. Ou de montrer qu'ils n'étaient pas là pour manifester. On est déjà très en retard. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et pour parler de cette mobilisation, Benjamin Amar est avec nous, porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Joseph Touvenel est avec nous et Loïc Travers, délégué général Alliance Police Nationale. On va faire un point. Mathilde Julien est avec nous, en direct de Nation. On est en train de caler Mathilde Julien. C'est de plus en plus violent, avec notamment a priori un restaurant qui aurait été incendié, mais a priori c'est assez chaud. Est-ce qu'on arrive à joindre Mathilde Julien? Est-ce que Mathilde est avec nous? Toujours pas. On va en parler. Loïc Travers, combien de forces de l'ordre ont été mobilisées à Paris? Est-ce qu'on a forcément on a les chiffres aujourd'hui pour à titre préventif, en tout cas à titre de prévention. Aujourd'hui, c'est combien En tout et pour tout sur Paris, c'était 5000 forces. 5000 forces de l'ordre. Et globalement, on était à entre 500 et 800 de plus que ce qui a pu se faire sur les 12 premières manifestations. Donc on est sur une fourchette haute en termes de dispositifs. On parlait tout à l'heure des casseurs. Vous parliez de 3 groupes distincts, mais qui se parlent entre eux. Joseph Touvenel nous disait que, effectivement, et on le sait, bien avant les manifestations, ils cachent, enfin, ils s'organisent pour être prêts dans les manifestations. Difficile pour les forces de l'ordre, justement, de façon préventive, d'arrêter ces casseurs. Les renseignements territoriaux ont des infos qui effectivement permettent de les chiffrer, parce que voilà, ils ont des techniques bien spécifiques qui permettent de voir qu'ils seront présents. Aujourd'hui, clairement, ils étaient présents à Paris et dans le reste de la France. Et toute la difficulté après, et c'est là que les techniques des Black Blocs sont redoutables, c'est qu'en fait ils se fondent dans la population, et la plupart du temps le matin quand vous mettez vos dispositifs de contrôle, notamment préventifs, qui sont des contrôles d'identité sur le pourtour de la capitale, dans les réseaux ferrés, etc., vous les voyez pas forcément. C'est-à-dire que ils sont déjà là en fait. Ils sont déjà là, ou alors ils ont loué des appartements pour pouvoir installer leur matos, ou alors ils les planquent dans des endroits bien précis, et ensuite ils vont chercher tout ce qu'ils ont effectivement caché pour pouvoir les
réutilisé contre les forces de l'ordre. Donc ce système-là est rodé depuis que les Black Blocs est rentré, on va dire, cette dénomination est rentrée dans le langage. Mais Loïc Travers, on n'a pas la suite, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a on dit 30 interpellations depuis ce matin, bien avant la manifestation. C'est quoi la suite? Ils sont jugés, ces gens-là? On a l'impression qu'il y a souvent des non-lieux. On n'entend jamais ce qui se passe après. Alors, il y a plusieurs catégories, mais il y en a au moins deux. Et il y a ceux, effectivement, qui ont fait l'objet d'un contrôle d'identité. Et puis, il s'avère qu'ils étaient habillés d'une certaine façon, avec un certain nombre de choses sur eux, par exemple des moyens de protection, des chaussures de sécurité. Donc, ils laissent supputer qu'en direction de la manifestation, ils ne vont pas les bricoler, mais ils vont plutôt aller s'en prendre aux forces de l'ordre. Et parfois, effectivement, c'est la problématique de la qualification de l'infraction qui fait que le procureur ne retient pas et les laisse libres. Et puis, il y a ceux contre qui on a clairement des éléments factuels, soit parce que des collègues les ont vus et les ont interpellés en flagrant délit, soit parce que tout simplement, il y a des images de vidéoprotection qui permettent d'apporter des preuves à la justice et de faire en sorte qu'ils soient jugés et condamnés. Mais effectivement, on a, entre guillemets, beaucoup de déperditions. Et c'est d'ailleurs ce qui est reproché d'ailleurs à la police dans ces manifestations où il y a effectivement, où on doit déblayer quand il y a beaucoup de casseurs. Il est vrai que ça arrive de faire un coup de filet et malheureusement, dans ce coup de filet, on ne peut pas donner une qualification pénale à tous les gestes que tous ceux qui la composent ont pu réaliser. Donc il y a une forme de déperdition. Et quand on est à l'intérieur et qu'on observe, on voit que ceux qui se font prendre, ce sont les moins malins. En fait, ce sont les moins aguerris, parce que les plus aguerris, les plus déterminés, les vrais Black Blocs, ils savent très bien éviter, sauf exception, de se faire prendre. Et Benjamin, je passe au sujet à côté. Benjamin avait raison tout à l'heure quand il a dit mais ce que font les Black Blocs avec leur violence, on oublie le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est un vrai mécontentement social. Sur les retraites, sur les salaires, sur beaucoup de sujets. Et ce mécontentement social, il ne va pas sécher du jour au lendemain. Gérald Darmanin annonce 108 policiers et gendarmes blessés aujourd'hui. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'agression dont votre camionnette avait été victime, la CGT 94. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez porté plainte ? Est-ce que ceux qui l'avaient saccagé, ce que vous avez qualifié de bouquet garni de gauchistes, a été arrêté ? Est-ce qu'ils ont été jugés et est-ce qu'ils ont été sanctionnés durement par la justice ? On avait déposé plainte, tout à fait. Mais à ma connaissance, ça n'a rien donné. Je rappelle que dans cette histoire, quand même, soyons précis, nous avions deux griefs. Ceux qui avaient attaqué, et en fait, on avait eu un problème parce que la préfecture de police, on a un trajet. Et en fait, quand on était arrivé sur la place de la Nation, il y a eu une modification du trajet. Sauf qu'on n'a pas été prévenu, et qu'en fait, ça s'est fait au petit bonheur la chance. Des camionnettes autour ont eu l'information au raccro à la dernière minute et ont bifurqué, nous pas, et on s'est retrouvé dans un cul-de-sac. On s'est retrouvé sur la place de la Nation, mais il y avait, vous savez, les barrières de sécurité qui avaient été installées. On avait les forces de police qui étaient derrière pendant que l'agression a eu lieu. Alors nous, on a fait face, on a fait face, on a pris le choc et on a encaissé le choc, mais les forces de police étaient à 10 mètres derrière et n'ont pas bougé. Et donc nous, on avait mis en cause à l'époque la manière dont la préfecture avait communiqué avec les services d'ordre. Donc tout ceci, alors c'est pas moi qui étais en charge de l'affaire, mais qui était en charge de suivre le dossier. À ce jour, en tout cas, on n'a pas eu d'informations, je dirais, parce qu'ils étaient de plusieurs dizaines. Il me semble qu'une personne avait été attrapée et que il y avait une procédure qui se suivait, mais je n'en sais pas plus. Mais enfin, c'était visiblement en deçà de l'agression que nous avions subie. Benjamin Amar, beaucoup ne dénoncent pas forcément les violences sans se dire qu'elles sont légitimes. Ils disent la colère des Français peut aller jusqu'à la violence et malheureusement la faute est au gouvernement. Vous en êtes où, vous, face à ces Non, mais nous, on est très clair. Déjà, moi, quand on m'appelle à condamner, moi, je condamnerais des choses lorsque, en face, j'aurai un gouvernement et un pouvoir politique qui sera capable, dans certaines situations, soit de faire son mea culpa, soit de condamner. Et ça n'est jamais le cas. Moi, en tout cas, je sais une chose, je sais comment les syndicats mobilisent. On mobilise de manière très claire, on est très clair sur le rapport de force. Le rapport de force, c'est dans des manifestations et des grèves puissantes, massives et pacifiques. Ça, c'est notre mode d'action. Donc, ces modes d'action de ces groupes n'ont rien à voir avec nous, et ils le savent bien, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les insultes dont notre service d'ordre pouvait être l'objet. Maintenant, ce que je dis,
Clairement. C'est qu'on est aujourd'hui, faut pas se voiler la face. On est dans une situation aujourd'hui où la colère sociale est profonde, puissante et incontestablement franchit des caps. Eh bien, le pouvoir politique, au lieu de s'intéresser sempiternellement à dégrader les conditions d'existence, devrait prendre acte, parce qu'au bout d'un moment, tout ceci va devenir incontrôlable. On est arrivé à joindre Mathilde Julien qui est à la Nation. Rebonsoir Mathilde. Oui, bonsoir. Beaucoup de violence alors. Oui, beaucoup de dégradation autour de la place de la Nation. Là, j'ai en face de moi, je suis dans un café, donc il y a un petit peu d'ambiance derrière moi. Il y a des manifestants qui prennent leur bière après avoir manifesté. Mais en face de moi, j'ai un gros pot de fleurs renversé. J'ai vu le Burger King, la vitrine du Burger King abîmée, cassée, des Vélib, poubelles, et puis cet impressionnant incendie sur la place de la Nation, un restaurant avec les étages du dessus qui sont impactés. Et ça nécessite au moins l'intervention d'au moins 3-4 camions de pompiers qui sont en train d'affluer là vers la place de la Nation. Donc beaucoup de dégradation, une ambiance très révoltée quand même au cœur de la place. C'est là où il y a les éléments qui sont déjà depuis au moins 16h, 15h30, 16h réunis sur cette place. Donc il y a eu des échauffourées avec la police, et donc on peut imaginer que ces personnes ne se sont pas extraites de la place, sont restées, et donc ça fait déjà plusieurs heures qu'il y a des affrontements, et ça a mené donc à cet incendie et à d'autres dégradations. Donc là la place elle est nassée, hein. Ces personnes manifestant du cœur de la place de la Nation, ils sont toujours. J'ai vu des tags Macron décapitation sur les colonnes du cours de Vincennes, les colonnes de la place de la Nation. Des manifestants certains qui sont des manifestants traditionnels valident cette violence. Des personnes qui n'étaient pas forcément gilets jaunes. Je parlais avec Magali, une chef de projet dans l'événementiel, qui n'a pas participé au mouvement des gilets jaunes et qui là, pour les retraites, même si elle est embêtée de ne pas pouvoir finir le cortège de façon normale, d'une manière, elle ne s'oppose pas, elle n'a pas de mots durs envers ces manifestants. En tout cas, ceux qui restent aux abords de la Nation, là, ne craignent pas les gaz lacrymogènes qui sont très récurrents, une ambiance, comme je le disais, au cœur de la place, assez survoltée. J'entendais évidemment, tout le monde déteste la police, et puis tout le monde déteste Emmanuel Macron et non pas la police avec nous, rejoignez-nous. J'entendais un autre prêcher ironiquement en faveur de TMCP, touche pas à mon poste, et Cyril Hanouna. Donc voilà, il y a des prises de parole, il y a eu plus avant des moments un peu plus joyeux avec des carnavals, mais là pour le moment on voit qu'à la place de la Nation, on a franchi quand même un cap avec ce restaurant incendié, et probablement peut-être des habitations, en tout cas le deuxième étage est touché, et probablement le troisième étage, je vais y retourner pour en savoir plus. Restez avec nous Mathilde. Joseph Touvenel, quand on entend et Mathilde qui nous dit que sur les murs il y a marqué décapitation Macron, on a l'impression qu'il y a 2 ans, 3 ans, ça a horrifié tout le monde. Maintenant c'est... De toute façon, tout ce qui est acte de violence, acte de haine me choque énormément. Appel au meurtre. Parce que derrière, il y a des victimes, toujours. Il y a les commerçants, il y a les habitants, là, quand ça brûle. Mais ça commence par le... J'ai été homme de ménage. Quand je vois les poubelles brûlées, on me dit c'est insignifiant, mais pas du tout. Parce que c'est le brave mec qui va faire le boulot derrière, qui doit nettoyer, etc. Il faut avoir conscience de ça. Et plus grave, évidemment, quand on va dans les incendies. Et qui doit prendre des risques. Quand on appelle à la décapitation, il me semble que dans notre pays, on a eu des personnes décapitées il n'y a pas si longtemps. C'est jamais neutre. Et donc, il faut absolument lutter contre cet extrémisme. Moi, j'appelle ça, c'est le fascisme. C'est vraiment le fascisme, c'est-à-dire par la violence, je veux imposer mes idées. Jamais, jamais, jamais. Benjamin Amar, vous vouliez réagir ? Oui, parce que il faut distinguer 2 choses. Le profil de ces Back Blocs, bien souvent, quand on y a été confronté, c'est rarement des fils d'ouvriers. On a bien souvent des gens dont on sent que le profil sociologique, finalement, n'est pas si défavorisé que ça, bien au contraire. J'avais reçu quelqu'un qui avait écrit un livre, je crois que c'est Thierry Vincent, sur les Black Blocs. Un avait été arrêté, il gagnait, je crois, 4 000 € net par mois. Mais par contre, c'est très hétéroclite. Oui. Ce qu'il faut quand même mesurer, c'est qu'il y a des gens qui, eux, vivent la violence sociale, dont les conditions sociales d'existence sont fortement dégradées par les politiques publiques qui sont menées, qui attaquent notre modèle social. Des gens qui vivent des choses extrêmement dures au quotidien, qui se retrouvent à découvert le 2 ou le 3 du mois. Eh bien, ces gens-là,
ces gens-là, effectivement, autour de moi, régulièrement, je peux entendre des choses comme Benjamin, je t'aime beaucoup, voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il n'empêche que j'ai quand même bien l'impression que si on pète pas, on se fait pas entendre. Ça, c'est quelque chose auquel nous sommes, comment dire, confrontés. Et vous disiez, il y a des choses qui choquaient avant, qui ne choquent plus. Oui, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles depuis plusieurs années et qui désormais sont bien, nourris par une colère sociale. Oui, c'est ça, voilà. Ce que vous voulez dire. Et c'est pour ça, on peut pas, vous savez, il faut bien mesurer cela. Nous le disons depuis longtemps, et en face, on a un pouvoir politique, je suis désolé, qui sert les intérêts du pouvoir économique, qui se désintéresse des conditions du salariat. On le voit à travers la question des salaires. Mais Benjamin, vous demandez quoi, vous demandez que Emmanuel Macron démissionne? C'est ça que vous demandez? C'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez? La démission d'Emmanuel Macron, si c'est pour se retrouver avec la même politique, la belle affaire. Emmanuel Macron, il est vrai, incarne une forme de détestation par son mépris insupportable. Mais si c'est pour se retrouver avec une politique, finalement quelqu'un qui serait bien lisse, qui serait peut-être moins provocateur, mais la politique obéirait aux mêmes fondamentaux, la belle affaire. Ce qu'il faut remettre en compte, ce qu'il faut remettre en question, c'est la question de la fonction dont les politiques publiques répartissent les richesses. Qui est capable de ça? Mais écoutez, je pense qu'il y a des forces politiques progressistes, mais moi, en tant que syndicaliste, ce qui m'intéresse, c'est de constater que les politiques publiques servent en permanence, ne servent pas, desservent les intérêts du salariat. L'assurance chômage, la politique salariale, la politique des services publics. Bon sang, je suis enseignant. On fait partie en France, on est parmi les moins bien payés de l'OCDE. C'est un scandale. Et là, on vient de nous proposer effectivement une augmentation pour les fins de carrière. C'est autour de 100 €. On a perdu je ne sais combien de points de pouvoir d'achat depuis 15 ans. Et encore, on n'est pas les plus défavorisés. Donc, je veux dire, c'est ça le cœur du problème. C'est ça qui nourrit la colère sociale. Vous restez avec nous, bien entendu, 0826 300 300. Mathilde, Julien, merci beaucoup. On reste en alerte avec vous jusqu'à 20h avec Philippe David. Et on vous attend au standard si vous voulez, bien entendu, débattre avec nos invités ce soir. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, spéciale journée de mobilisation du 1er mai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Loïc Travers est avec nous, délégué général Alliance Police Nationale, Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, et Joseph Touvenel est avec nous. Vos appels 0826 300 300, et on repart à Paris avec Mathilde Julien en direct de la manifestation avec le ton qui continue de monter. Mathilde Julien. Oui, ça continue de monter, c'est toujours très tendu. Place de la Nation, je me suis rapprochée du cœur de la place de la Nation qui est Nacé. Il y a un grand renfort de CRS qui attend du côté des colonnes. Je ne sais pas si vous entendez, actuellement, il y a des échanges vifs entre manifestants et CRS qui se replient. Ils ont fait une petite charge et ils ont dû se replier. Les manifestants utilisent leurs mots. Il n'y a pas d'affrontement physique, mais c'est tendu. Et puis au cœur de la place, on voit toujours les manifestants, vous savez, sur la statue, le char, la sculpture de la place de la Nation, retranchée. Du côté de l'incendie, écoutez, c'est quand même très impressionnant. Les 3 étages sont noircis par la fumée. Les 3 étages au-dessus du café, il y a actuellement une échelle qui est déployée, un pompier qui intervient sur le toit. Alors je ne sais pas s'il est maîtrisé, mais en tout cas, il semble éteint. Cet incendie, il n'y a plus d'envoi de jets d'eau, et il y a sur la place, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de camions de pompiers. Donc un important dispositif de pompiers et de sécurité. À mes pieds, une trottinette électrique. Il y a eu des batteries qui ont explosé. J'ai vu ça aussi du café. Donc ça reste très tendu, mais il y a énormément de policiers. On peut espérer qu'ils arrivent petit à petit à disperser les manifestants. Il reste quand même tous ceux qui sont logés au cœur de la place de la Nation et qui sont nassés, ils ne peuvent pas en sortir puisqu'il y a des CRS à chaque sortie. Alors là, je me rapproche, j'entends du bruit. Restez avec nous, Mathilde. Oui. Il nous reste 2 minutes 27 secondes sur les techniques. Il y a des drones là pour surveiller ceux qui mettent incendie, etc. Eh bien oui, pour cette journée du 1er mai, effectivement, il y a des drones qui ont été mis en place puisque la loi a été votée en janvier 2022. Le décret d'application est récent, avril, et effectivement aujourd'hui on a pu utiliser des drones dans plusieurs villes de France, même s'il y a eu diverses actions en justice pour tenter
tenter de ne pas les faire voler. Mais pour nous, c'est une très bonne chose et c'est un complément. Complément à la vidéoprotection, ou carrément, elle remplace la vidéoprotection quand elle est complètement absente. Donc le principe, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir suivre des itinéraires, de prévenir les troubles à l'ordre public, de repérer les groupuscules, d'aider les collègues qui, eux, sont au sol dans le cadre de leur manœuvre. Ça enregistre? Oui, ça peut enregistrer, effectivement. Et le principe, c'est donc un suivi en direct, mais le plus important, notamment quand il y a des exactions comme celle que votre reporter vient de souligner, eh bien, c'est la possibilité, quand il y a une judiciarisation des faits, pardonnez-moi, eh bien, la possibilité d'apporter des preuves après relecture, puisqu'on peut les conserver pendant 7 jours. Donc, c'est une aide pour l'enquête et de façon à amener des preuves pour la justice et sans doute d'aider à condamner. Peut-être que ça permettra aussi d'anticiper avant. Qu'il y ait des drones pour surveiller et pour détecter ce qui ne va pas, et détecter peut-être à l'avance les groupes qui peuvent arriver par les rues secondaires, parce que ça, on le voit aussi. C'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est pas très différent des caméras fixes qui filment, sauf que ce sont des caméras qui bougent. La question qu'on doit se poser, c'est quelle utilisation sont faites de ces images. Et pour les libertés individuelles, ça pose quand même un problème. Alors, quand je vois ce qui s'est passé au Stade de France, où il y a eu un contrôle sur les images sur les grands écrans, qui contrôle, qui décide, qui fait quoi avec ces images, c'est là où est le danger. Mais l'outil, c'est un nouvel outil, pourquoi pas. 30 secondes. 20 secondes. Moi, je suis complètement contre, justement par rapport aux libertés publiques. La sécurité, effectivement, c'est un impératif. Les libertés publiques aussi. Moi, j'ai pas envie de manifester avec des drones autour qui filment. Écoutez, les caméras fixes, c'est de l'éternel problème. Moi, à une époque, dans le conseil d'administration de mon lycée, on nous disait que pour la sécurité, il fallait mettre des caméras dans les couloirs. Donc non, les caméras, moi, il y en a, mieux on se porte. Ça permettra peut-être de sécuriser. Je voulais dire, attention, c'est très, très important, avec autorisation, sous conditions techniques et sous conditions juridiques. On n'est pas en Corée du Nord ni en Chine. Merci à tous. Merci Mathilde Julien et soyez prudente. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup Loïc Travers, délégué général Alliance Police Nationale. Merci Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Et merci Joseph Touvenel d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on peut télécharger ou acheter votre journal sur Capital Social Magazine, et vous le commandez par Internet et vous l'avez livré. Voilà. Et c'est canon. C'est canon. Tout de suite, conseil de famille pour parler de votre argent. À 20h, le Loft Music. Yvan Cuyous reçoit Patrick Bruel et Sabine Caligari. Nous, on se retrouve demain 17h. C'est ça. Merci beaucoup Merci à toute l'équipe Sud Radio. Salut, à demain.